Bonjour Christelle. Tom. Nous sommes arrivés au 44e site-rep, nous sommes le 10 juin 2017 et la situation recommence de nouveau à s'aggraver avec des tragédies quand même qui sont symptomatiques de la gravité de la situation et de la férocité et de l'absence totale d'empathie ni de scrupules des forces ukrainiennes. Et donc par le fait des autorités qui se prétendent démocratiques sans doute, mais qui fonctionnent comme une junte fasciste, il faut le dire, tel que c'est. Voilà. Ouais. En effet, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 395 reprises, donc on est reparti à la hausse, au cours desquels 3800 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés. Donc je rappelle artillerie, mortier et chars d'assaut, mais aussi des roquettes de Grad. Là aussi en hausse par rapport à la semaine dernière, on était autour des 3600 la semaine dernière. Durant les dernières 24 heures, 70 nouvelles violations sont venues se rajouter. Ces tirs ont touché 46 localités de la République, donc là aussi de nouveau une forte hausse par rapport à la semaine passée. Une aggravation qui est due en partie à la tenue de la réunion des groupes de contact à Minsk le 7 juin, mais aussi à la rotation des unités des forces armées ukrainiennes et à l'arrivée de la garde nationale et de secteurs droits sur certaines positions du front. Donc on voit vraiment la différence. D'ailleurs les soldats sur le front nous le disent, quand c'est l'armée régulière, c'est quand même plus calme, ils sont un peu plus modérés. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne tirent pas, mais enfin ils sont un peu moins déchaînés que les bataillons néo-nazis. Ouais. Ces tirs ont fait 5 morts, dont une civile, et 12 blessés, dont 11 civils en République populaire de Donetsk. Donc cette semaine, c'est surtout les civils qui ont pris, donc c'est là qu'on voit bien que ces tirs ont visé délibérément les quartiers résidentiels et pas du tout les positions de l'armée de la RPD. Faut quand même dire les choses comme elles sont, et ça s'appelle des crimes de guerre. Je rappelle à ceux qui essaient de trouver des excuses à l'Ukraine, il n'y en a aucune. Oui, parce qu'on voit mal dans ce bilan humain terrible la moindre présence de militaires, ou du moins extrêmement minoritaire visiblement. Voilà, minoritaire, voilà. Bon, sauf parmi les morts, mais enfin parmi les blessés, il y a eu un seul soldat, je veux dire. L'un des civils qui a été blessé est Vladislav, le petit garçon qui a vu sa maman mourir sous ses yeux à Trudovski lorsqu'un obus de 82 mm a frappé la rue où il marchait en République populaire de Lugansk. Suite à la tentative d'attaque de la part de l'armée ukrainienne vers Djilobok, 3 soldats de la milice populaire ont été blessés et 2 civils. Donc là, on voit une hausse quand même des victimes, aussi bien en RPD qu'en RPL. C'est quand même une tendance assez négative. Oui. Et ça, c'est malheureusement ce qu'on craignait. Ces bombardements ont endommagé ou détruit 57 habitations en République populaire de Donetsk, soit le double de la semaine précédente, auquel il faut rajouter 6 habitations et des lignes électriques endommagées lors des bombardements des dernières 24 heures. En République populaire de Lugansk, rien que lors des bombardements de Djilobok et des localités environnantes, Frunz, Stakhanov, Kirovsk, plus de 47 maisons ont été endommagées. Donc là, ça devient énorme en RPL aussi. Les localités les plus touchées en République populaire de Donetsk ont été le district de Petrovski à Donetsk, ainsi que les localités de Krutaya Balka au nord de Yasinovataya et Staro-Mikhailovka au sud-ouest de Donetsk. Sur la zone du centre Volvo à Donetsk et sur Spartak, l'armée ukrainienne a tiré 30 roquettes de Grad. Les soldats ukrainiens ont aussi tiré des grenades thermobariques GTB-7S fabriquées en Pologne. Sur Staro-Mikhailovka, le 4 juin, à l'aide de lance-roquettes anti-chars, ainsi que des obus de mortier de 60 mm M73, qui sont toutes des munitions au standard de l'OTAN. Voilà, donc Basourine a présenté hier les éclats de ces munitions comme preuve de l'utilisation d'armes qui ont été fournis à l'Ukraine par la Pologne. Voilà. Ça va bien au-delà que ça même, parce que l'OTAN ne peut pas affirmer qu'il y a une fuite de ces arsenaux militaires à l'avantage de l'armée ukrainienne. Si des armes comme ça existent sur le terrain, c'est que l'OTAN a ouvertement fourni voilà. Et directement et consciemment fournit ces armes à l'Ukraine, ce qui constitue bien la preuve que l'OTAN fournit des armes létales à l'Ukraine en violation de toutes les conventions
et normes du droit international, hein, je rappelle. Oui, parce que en plus, ces grenades, c'est des grenades thermobariques, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des grenades thermobariques. Voilà, font des très gros dégâts, ça fait partie des armes les plus ça puissantes. provoque des incendies, hein, ce sont des armes, ça provoque des incendies, c'est en gros le même genre d'effet obtenu que l'utilisation de lance-flammes, quoi. Hein, voilà, ouais. Voilà. Hein. Pendant ce temps-là, l'OSCE continue d'enregistrer l'absence des armes lourdes ukrainiennes des zones de stockage où elles sont censées se trouver, puisque cette semaine, ils ont par exemple noté l'absence de 18 mortiers de 120 mm. Ah oui. Voilà. Voilà. Donc on a 18 mortiers qui se trimballent sur le front, hein, parce qu'il ne faut pas chercher où est-ce qu'ils sont. Ah bah oui. Ils sont pas là maintenant, ça. Non. La semaine donc fut principalement marquée par la mort le 4 juin, le jour de la Pentecôte en plus. Hein, juste comme ça, petit rappel. Hein. Oui, le cynisme à son comble. Totalement. Donc de cette maman à Touloudovski, lors d'un tir de mortier de l'armée ukrainienne, son fils de 8 ans, Vladislav, a été grièvement blessé par les éclats de l'obus de 82 mm qui est tombé en fait dans la rue juste à côté d'eux. L'enfant transporté en état de choc à l'hôpital a dû subir une longue opération afin de réparer les multiples blessures infligées par les shrapnels de l'obus. Hémorragie interne, blessure grave au foie qui a été en partie déchiquetée, blessure aux 2 intestins, blessure à la cuisse et à la main droite. L'enfant est toujours à l'hôpital dans un état grave, il a repris conscience, il a appris la mort de sa maman. Ça a été un choc très très dur pour lui. Suite à ce bombardement, donc, il a privé de sa mère, Vladislav se retrouve orphelin parce que son père est mort au combat. C'était un soldat de la milice populaire qui défendait le Donbass contre l'armée ukrainienne. Donc il semble que ce soit ses grands-parents qui vont s'occuper de lui. Donc les autorités de la République populaire de Donetsk ont assuré qu'elles fourniront tous les besoins nécessaires en termes de médicaments, de traitements, etc., pour que Vladislav se remette. Et notre collègue Patrick Lancaster, hein, qui est un journaliste indépendant qui est ici depuis quasiment le début de la guerre, a lancé un appel aux dons pour venir en aide à Vladislav pour d'autres besoins qui ne seraient pas forcément couverts par les autorités de la RPD. Vladislav se retrouve orphelin, on se doute bien que ses grands-parents vont avoir besoin d'aide pour s'occuper de lui sur le plan financier. Hein. Financier, oui. Puis le montant des retraites ici, ça va être très difficile pour eux. Et bien sûr, suivant la propagande de la junte ukrainienne, ce petit garçon et sa mère qui viennent de mourir étaient des terroristes. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Comment expliquer qu'ils aient reçu un mortier sur la figure si ce n'est pour cette raison-là? Voilà. On fournira une petite carte de l'endroit qui a été bombardé. Les gens pourront se rendre compte, c'est quand même à 1,7 km de la ligne de front. Oui. Il faudra qu'on m'explique où est la légitime défense de oui, tirer. parce qu'on peut pas mettre ça sur le compte de l'imprécision des frappes. Ouais. Non, on peut pas mettre ça sur l'imprécision des... Erreur de tir de mortier de 1,7 km. Sachant que c'est quoi, 3-4 km hein, la portée maximum? 3-4 km. Pour ces mortiers-là, c'est 4 maximum. Voilà, ouais, donc c'est pas une bagatelle. Hein, 50% d'erreur, oui. Enfin, si les armées du monde qui utilisent ce genre d'outils... faut aussi précise que l'armée ukrainienne, ça fait peur. Hein. Voilà. Là, je pense que leurs artilleurs et les soldats qui utilisent des pièces de mortier devraient aller reprendre 2-3 cours. Hein. Je pense que oui. c'est un problème quand même. Mais là, le problème, c'est qu'à mon avis, vu comme les choses se sont produites, c'est plutôt sciemment que les quartiers civils ont été visés. Ça fait partie d'ailleurs... ça fait partie de la doctrine de l'armée américaine maintenant, hein, frapper les civils pour faire céder l'armée du pays. Oui, c'est du bombardement de terreur. C'est du bombardement de terreur. C'est démoniaque. C'est vraiment ignoble. Ça s'appelle des crimes de guerre. Il n'y a rien qui peut légitimer ça. Hein, mais rien de rien. Hein. Moi, les gens qui essaient de me présenter l'Ukraine comme étant en état de légitime défense, bon, les enfants, faut arrêter les conneries 5 minutes. On tire à 1,7 km des lignes, alors qu'il y a aucune pièce d'armement, aucune position militaire à cet endroit-là. Ils ont frappé à côté dans une rue qui dessert des magasins à Touloudovski. Il faut arrêter les bêtises, quoi. Il faut vraiment arrêter les bêtises. Là, il y en a certains qui, à force d'essayer de défendre l'indéfendable, je rappelle, se rendent complices de crimes de guerre par dissimulation de ces mêmes crimes de guerre. Hein. Juste petit rappel comme ça pour certains. C'est valable pour les réseaux sociaux qui entravent aussi la diffusion d'informations pour dénoncer ces fameux crimes-là, hein, effectivement. Tout à fait.
Donc la semaine fut aussi marquée par cette tentative de l'armée ukrainienne de percer les lignes de défense de la République populaire de Lugansk à Jelobok. Ça faisait un bon moment que la RPL n'avait plus ce genre de tentative. Parce que d'habitude, ils ont quand même une situation un peu plus calme que nous, hein, grâce au fait qu'une bonne partie de la ligne de front, en fait, suit le cours d'une rivière, donc ça fait office de barrière naturelle. Ouais. Mais là, les forces armées ukrainiennes ont fait 3 tentatives d'attaque d'une journée. 3, sans réussir à percer les lignes de défense. Afin de préparer cette attaque, l'armée ukrainienne a mené des tirs d'artillerie lourde, donc du 122-152 mm, non seulement sur Jelobok, mais aussi sur plusieurs localités proches, entre autres Frunze, Donetski, Stakhanov et Kirovsk, endommageant de nombreuses habitations, comme je le disais précédemment, blessant un civil à Kirovsk et un à Stakhanov. Alors qu'ils étaient venus évaluer les dégâts après ces bombardements, le maire de Kirovsk, des journalistes et les représentants officiels de la milice populaire de la RPL se sont retrouvés pris sous de nouveaux tirs de l'armée ukrainienne. Donc on a une vidéo du collègue de Newsfront qui était là-bas. Donc on voit que les obus sont tombés à seulement 150 mètres d'eux sans faire de nouvelles victimes, heureusement. Ils sont ensuite allés à Frunze où de nouveau ils se sont retrouvés sur des tirs de l'armée ukrainienne. Lors de ces attaques, l'armée ukrainienne aurait perdu au moins 10 soldats. Et le plus incroyable, ça a quand même été les médias ukrainiens qui avaient vanté dès la veille le fait que l'armée ukrainienne avançait vers Frunze et Jelobok et qu'elle avait pris le contrôle d'une partie de la route allant à Bakhmout. Donc là, on voit qu'il y a quand même un gros cafouillage de la propagande ukrainienne, hein, qui montre que, bon, déjà, les médias ukrainiens sont informés des plans de bataille par le quartier général ukrainien lui-même et qu'il s'agit en rien d'une initiative isolée d'un commandant en mal de victoire. Ça montre aussi clairement que l'armée ukrainienne veut relancer une offensive. Elle n'est pas du tout dans l'idée de rester sur ses positions actuelles où elle se trouve pourtant toujours, malgré ses grandes déclarations de victoire imaginaire, hein. Ils ont pas fini de ce côté-là, mais on voit voilà, entre les provocations sous faux drapeau, les tentatives d'attaque, ça se multiplie. Donc on voit bien des tentatives pour relancer les hostilités à grande échelle de la part de l'armée ukrainienne. L'armée de la RPD a quant à elle mis en garde jeudi contre un risque de nouvelle attaque sous faux drapeau de la localité d'Avdiivka. D'après les renseignements obtenus par l'armée de la RPD entre le 8 et le 12 juin, l'armée ukrainienne s'apprête à tirer de nouveau depuis plusieurs directions sur la ville d'Avdiivka après avoir tiré sur les positions de l'armée de la RPD pour espérer un tir en retour et essayer de coller les dégâts faits sur Avdiivka sur ces tirs de réponse. Le tout, bien entendu, filmé par des journalistes ukrainiens et étrangers qui sont arrivés en grand nombre dans la ville d'Avdiivka juste pour filmer tout ça. Oh bah tiens, comme par hasard. Non, mais... Oui, oui, comme par hasard, ils sont très nombreux d'un coup là. Voilà, voilà. Le but étant bien sûr d'accuser les RPD de tuer des civils côté ukrainien. Je rappelle que... Alors si ça s'était pas déjà produit dans le passé, on pourrait se dire, bon allez, on exagère un peu là. Hein. On exagère un peu, sauf que bon, il y a déjà eu des précédents. Hein. Voilà. Il y a eu quand même Avdiivka déjà 2-3 fois, Krasnogorovka, là de nouveau Avdiivka. Donc on voit bien qu'il y a quand même... but de coller le blâme sur la République populaire de Donetsk, oui. Alors que les soldats de l'armée de la RPD ne tirent qu'en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire s'il y a attaque ou bombardement très lourd sur les civils ou sur les positions qui mettent vraiment en danger soit les civils, soit nos soldats. Oui. Voilà, c'est du grand délire. L'armée de la RPD ne tire pas sur une localité aussi éloignée du front qu'est Avdiivka. Faut arrêter les bêtises, c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est vraiment... Surtout en zone civile, hein, parce que contrairement aux Ukrainiens et aux néo-nazis en particulier, la RPD, quand elle riposte, elle fait vraiment très attention à ce qu'il n'y ait absolument rien de civil à proximité. Hein. Tant que faire se peut. Le problème étant que, comme toujours, l'armée ukrainienne, elle se planque au milieu des cours d'hôpitaux, des jardins pour enfants et autres, c'est du même tonneau, hein, exprès pour provoquer des dommages collatéraux. Hein. Donc il faut quand même remettre un petit peu l'église au centre du village. Les tirs intensifs donc, de cette semaine semblent aussi avoir eu pour but d'empêcher l'armée de la République populaire de Donetsk d'occuper les positions abandonnées par les troupes ukrainiennes. Donc un abandon qui semble lié au fait que les soldats ukrainiens ont un moral dans les chaussettes et un état psychologique qui va avec, couplé avec le manque de soutien technique et matériel, les coupes budgétaires constantes. Donc dans presque toutes les unités qui ont été remplacées sur le front là, cette semaine lors des rotations qui ont eu lieu, le niveau de désertion avait atteint un niveau critique. Les services de renseignement de l'RPD ont noté l'abandon de positions des forces armées ukrainiennes par des unités entières
près des villages de Kominternovo, Dokuchaevsk et d'autres localités, ce qui a provoqué bien entendu le mécontentement de la garde nationale et de secteur droit, hein, qui sont venus occuper ces positions. Il faut noter que beaucoup d'officiers se trouvent parmi ces déserteurs, ainsi que rien que pour la 53e brigade, hein, juste pour celle-là. On a 6 lieutenants, 1 capitaine et 3 majors. Donc, si même les officiers qui sont volontaires et sortent des écoles militaires courent aussi vite, je te laisse imaginer ce qu'il en est des soldats et sergents qui ont été incorporés de force dans l'armée par la conscription forcée. Hein. Ah oui. Je pense que ça doit être assez magistral. Hein. Ça se délite à vitesse de l'éclair. Hein. C'est effrayant. Viennent se rajouter à ça les affrontements entre les unités régulières de l'armée ukrainienne et les bataillons néo-nazis et la garde nationale, hein, qui se poursuivent. Il y a eu récemment des affrontements près de Peski, Mariupol et Avdiivka. Suite à des tirs, des échanges de tirs, ces affrontements ont fait 7 semaines, donc juste 7 semaines. Hein, 6 morts parmi les unités régulières des forces armées ukrainiennes et 2 blessés au sein de la garde nationale. Les services de renseignement de la RPD ont aussi enregistré une tendance de la part du commandement de l'opération antiterroriste, disons, hein, à vouloir reprendre en fait totalement le contrôle des bataillons néo-nazis, hein, ce qui montre bien qu'ils ne les contrôlent pas du tout. Bah oui. Donc il semble que cette volonté de reprendre le contrôle serait liée au bombardement de zones civiles qui sont sous le contrôle de Kiev par ces mêmes bataillons néo-nazis. Mais en fait, les bombardements qui sont pas prévus au départ, tu vois, pas comme celui d'Avdiivka, là. Hein, il semble que une fois qu'ils sont lancés, ils s'arrêtent plus. Et donc, il semble qu'ils se mettent à bombarder des villages qui sont pas prévus dans le plan. Et ça a l'air un peu d'enquiquiner le commandement ukrainien, hein, parce que ça commence à devenir un peu difficile de faire passer ces bombardements-là après pour des bombardements de la RPD. Oui. Hein, oui. Comme par exemple le 31 mai, quand les forces armées, les forces armées ukrainiennes ont dû en fait carrément abattre un peloton de secteur droit depuis un hélicoptère près de Volnovacha pour les désarmer, parce que les mecs refusaient de se rendre. Donc voilà, les unités les plus réfractaires, là ils y vont carrément en mode Demolition Man, quoi. Hein. L'armée ukrainienne, ils y vont carrément à la destruction d'un peloton. Mais l'ambiance est extraordinaire dans l'armée ukrainienne. Ah, c'est sympa. Hein. Ça semblait tellement énorme que l'armée de la RPD a d'abord été très très sceptique concernant cette information. C'est pour ça qu'ils ont tardé avant d'en parler, parce qu'ils tenaient à vérifier, parce que ça ressemblait vraiment gros là quand même. Hein, le coup de... la destruction d'un peloton à coup d'hélicoptère de combat, là c'était quand même gros. Hein. Mais ils ont eu confirmation depuis plusieurs sources indépendantes, et donc ils se sont dit qu'il n'y avait pas de doute. Et donc Basourine a communiqué hier sur cet incident lors de son rapport de situation hebdomadaire. Il semble que la raison pour laquelle le commandement de l'OAT a détruit ce peloton de néo-nazis a été le bombardement la nuit précédente du 30 au 31 mai d'un camp pour enfants dans le village de Zielenigaï, à 20 km de la ligne de front. Aïe, 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 aïe. Ah oui, ça, pourquoi? Ça, c'est plus difficile à faire passer comme une attaque de la DNR, ça. Hein. Voilà, là, ça devient un peu compliqué quand même. Hein. Donc il semble que ce tir ait épuisé quelque peu la patience du commandement ukrainien vis-à-vis de ces bataillons néo-nazis. D'après les informations recueillies par les RPD, les survivants ont été amenés à l'hôpital civil le plus proche, mais au bout de quelques heures, ils ont été emmenés vers une destination inconnue. Tous ces faits sont bien sûr soigneusement cachés. Hein, donc, c'est quand même magnifique. Hein. Donc, ceux qui habitent Zielenigaï, vous savez qui est-ce qui vous a tiré dessus. En même temps, la suppression, enfin l'élimination de ces bataillons néo-nazis ne peut que satisfaire, je dirais, les populations du Donbass qui continuellement reçoivent des obus sur la tête venus de ces gens-là. Hein, donc, Tout à fait, je ne vais pas pleurer sur leur sort, hein. Voilà. Ça on est bien d'accord, mais ça montre bien que les autorités ukrainiennes ont un gros problème avec ces unités qui sont totalement incontrôlables. Ce qu'on dit depuis des années, depuis le début de la guerre, on dit clairement que ces bataillons font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et là, la tentative du commandement ukrainien de reprendre la main de manière aussi violente, à mon avis, ça va mal se finir. Parce que je pense qu'il va y avoir vengeance de la part de secteur droit, et ça va être une spirale, ils vont s'autodétruire, enfin, ça va être magnifique. On a peut-être là quelque chose qui ressemblera de près à ce qui est en train de se produire en Syrie entre Al-Qaïda et Daesh. Hein. Ils se foutent sur la figure parce que
voilà, ils n'ont pas les mêmes objectifs, même si ils sont toujours avec les mêmes méthodes criminelles. Si, en fait, le problème, c'est qu'ils ont le même objectif, c'est attraper le pouvoir, mais ils le veulent pour eux tout seuls. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème, hein. Donc l'un dans l'autre, voilà. Le problème, effectivement, c'est que là, avec un tir à 20 km de la ligne de front, c'est un peu plus compliqué pour les autorités de faire passer ça. Hein. Ouais. Tant que ces bataillons néo-nazis tirent sur les civils qui sont côté RPD, RPL, ou qui participent à ces opérations sous faux drapeau pour bombarder des localités encore relativement proches de la ligne de front comme Avdiivka ou Krasnogorovka, bon, ça va encore. Hein. Là, on les laisse faire leurs crimes, on les laisse violer des gamines, on les laisse torturer des gens, on les laisse faire tout ce qu'on veut. Par contre, là, quand ça commence à devenir un peu trop visible que ces gens-là sont des criminels de guerre, bon, bah là, d'un seul coup, ils prennent des mesures. Ouais. Et je pense que ça va mal se passer. Ouais. Ouais. Parce que les gens de secteur droit, c'est pas le genre à laisser passer ce genre de truc. Non, c'est clair. L'autre joue. C'est pas, c'est des néo-nazis quand même. Faut se rappeler. Voilà. Bon. Et concernant l'armement de l'Ukraine, hein, puisqu'on parlait du fait qu'ils récupèrent de l'armement entre autres de l'OTAN, mais un député ukrainien a révélé que l'Ukraine continuait d'acheter des composants militaires en Russie pour réparer son matériel, mais de manière un peu en douce, hein, en passant par d'autres pays, puisqu'on rappelle que l'Ukraine a un parc de matériel soviétique, oui, bah oui. mais que son industrie peut à peine fournir à son armée des pièces de rechange et des composants nécessaires, hein, à cause de l'interdiction de toute coopération militaro-technique avec la Russie. Ah oui. Mais bon, je ne gêne pas trop les autorités de Kiev qui contournent leurs propres interdictions de manière semi-criminelle, hein, en achetant des équipements et les composants militaires fabriqués en Russie pour son armée, a déclaré le député ukrainien Dmitry Timchuk dans une interview publiée par Apostrophe. Donc selon lui, en fait, l'industrie ukrainienne n'est en mesure de satisfaire que 40% des besoins de l'armée du pays. Et il a souligné que l'option prévoyant d'abandonner les armes soviétiques est tout simplement exclue parce qu'elle nécessiterait des milliards de dollars d'investissement que l'Ukraine n'a pas. Hein, voilà. Bah donc, oui. Je vais citer ce monsieur, il dit « Il existe un choix, soit on achète en Russie, soit nulle part. Nulle part signifie qu'il est impossible de réparer le matériel qui tombe en panne. Maintenant, pendant les combats, on n'a rien, pas de composants nécessaires. » Donc, en conséquence, d'après le député, les usines ukrainiennes organisent leurs achats de matériel russe en passant par des pays tiers, tout devant, bien entendu, coûter plus cher que l'achat direct aux soi-disant pays agresseurs. Hein, c'est comme pour le charbon du Donbass, qui est revendu par la Russie au double du prix. C'est encore une décision très lumineuse des autorités ukrainiennes et qui va continuer de creuser le déficit budgétaire du pays. Hein. Ah ben, en Ukraine, la connerie humaine et le foutage de gueule est érigé en art à ce niveau-là. Oui. Hein, c'est un véritable art. Hein. Et qui prouve chaque jour que la connerie humaine est infinie. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Aussi, oui. Ah, ouais. Si on regarde la situation politique, les accords de Minsk, comme je le disais, une réunion des groupes de contact a eu lieu à Minsk le 7 juin. La question de la sécurité environnementale des entreprises situées dans la zone grise ou côté ukrainien et qui menacent de provoquer des catastrophes suite au bombardement ou au délabrement des infrastructures a été évoquée. Hein, puisqu'on rappelle qu'une telle catastrophe écologique frapperait les deux côtés de la ligne de front. Et si Kiev s'en fiche royalement, les RPD et les RPL, non, pas vraiment. Non. Bah oui. Hein, donc je rappelle que les RPD et les RPL avaient fait une proposition de mettre en place des commissions de surveillance mixte, c'est-à-dire avec des personnalités ukrainiennes et des personnalités de la RPD et de la RPL qui iraient visiter ces usines pour aller s'assurer de l'état de ces dernières et du fait, tout l'état de la sécurité environnementale de ces usines. Donc si le côté ukrainien fait la sourde oreille à ces demandes, l'OSCE a par contre apporté son soutien à la mise en place d'une telle commission. Mais bon, pour l'instant, aucune action de la communauté internationale n'est venue appuyer ce soutien des représentants de l'OSCE à Minsk. Pour que l'OSCE fait quelque chose de positif, je le dis. Pour le reste, les discussions piétinent toujours, hein, pour tous les autres points, entre autres politiques, du fait des représentants ukrainiens qui refusent de discuter les points prévus dans l'agenda, amènent d'autres points non prévus pour noyer le poisson, occuper le temps. Enfin, c'est sabotage total. Louvoyer, quoi. Oui, comme d'habitude. Si on regarde de l'économie, on avait parlé il y a quelques sites web de ça d'un projet en République populaire de Donetsk
de produire ses propres bus. Oui. Et ben ça y est, c'est en route. Donc la RPD va bientôt produire non seulement ses propres bus, mais aussi ses machines agricoles. Donc c'est le vice-premier ministre de la RPD, Alexandre Timofeyev, qui a déclaré cela. Il a dit que la production serait lancée d'ici la fin de l'été pour produire les premiers bus, et la production de tracteurs et de machines agricoles va aussi être organisée et lancée dans la foulée. Plus de 60% des composants de ces machines et véhicules seront produits en RPD. Donc il ne s'agit pas simplement on va acheter des pièces en Russie et puis on va faire l'assemblage ici et puis voilà, non. Ça sera vraiment des véhicules et des machines made in DPR. Ouais. Hein, ça sera fait en République populaire de Donetsk. 60% des composants, c'est quand même important. Ah oui. Bien sûr, il y a des choses qu'ils vont devoir importer parce qu'ils ne peuvent pas forcément tout produire. Mais voilà, donc on va avoir des bus produits en RPD, ainsi que des tracteurs et des machines agricoles. Donc on aura peut-être bientôt aussi des voitures, hein, qui sait. Ah oui. Mais c'est la forme la plus aboutie de l'industrialisation, je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'on reconnaît un pays qui avance sur le plan technologique, sur le plan de l'infrastructure. Quand on commence à fabriquer des voitures, c'est que déjà ça commence à devenir sérieux. Hein. C'est ça. Donc c'est plutôt un très très bon point. Je sais aussi que le chef de la RPD, donc Alexandre Zakharchenko, s'est rendu de nouveau à Zougresse pour aller assister à la culture, enfin à la récolte des choux dans l'autre partie des serres qui était prévue quand on avait visité. C'était la première récolte de tomates, mais les choux étaient encore, on va dire, en attente. Et là, ça y est. Donc, on va avoir aussi une production de choux locale. Bio. Vraiment, bio. Donc tout ça, ça avance bien. Les réparations de routes aussi continuent. Là, ils sont lancés dans les grands travaux de réparation des routes un peu partout à travers le pays. Ça, c'est vraiment génial, parce qu'il était temps, il y avait des routes qui étaient dans un état, tu vois, qu'elles n'avaient vraiment jamais été entretenues du temps de l'Ukraine, sans même parler des bombardements qu'elles ont pu subir pour certaines. Oui. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté de redresser l'économie, les infrastructures, de réparer tout ça. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Alors si on regarde par contre l'évolution générale de la situation en Ukraine, c'est pas vraiment ça, puisque le Premier ministre ukrainien, M. Groysman, a admis cette semaine que le blocus total du charbon du Donbass coûtait 1% de son PIB à l'Ukraine, c'est quand même énorme. Comme on peut le voir, c'était encore une énième décision stupide, une stupidité sans nom même, qui a précipité le suicide économique de l'Ukraine, qui est entamé depuis le Maïdan, et la coupure des liens économiques et historiques avec la Russie. On avait parlé du fait que toutes ces mesures de rétorsion contre les banques russes allaient finir par avoir un impact sur les investissements étrangers dans le pays. Oui. Ça n'a pas loupé. Les gens qui me disent que l'Ukraine elle se redresse sans arrêter de prendre des substances illicites, puisqu'on le voit dans le volume des investissements étrangers directs en Ukraine de janvier à mars 2017, qui a été divisé par presque 3 par rapport à la même période l'an passé. Alors qu'en 2016, 1,036 milliards de dollars avaient été investis en Ukraine, cette année, ces investissements étrangers n'ont été que de 392,9 millions de dollars, soit 2,6 fois moins. C'est énorme. En un an, les investissements étrangers directs dans le pays ont été presque divisés par 3. Et ça, c'est des chiffres officiels des autorités ukrainiennes, qui sont fournis par le service national de statistique ukrainien, qui a d'ailleurs rappelé à l'occasion que l'an passé, le pays ayant investi le plus en Ukraine était le soi-disant pays agresseur, à savoir la Russie, avec 1,667 milliards de dollars. Donc il a bon dos la Russie, quand on vient lui mettre toutes les merdes qui arrivent à l'Ukraine sur le dos. On rappelle quand même que c'est le premier pays investisseur en Ukraine. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un gros problème entre les déclarations des autorités ukrainiennes, les intérêts du peuple ukrainien et la réalité. Au bout d'un moment, on arrive sur des choses complètement surréalistes. Et au rayon russophobie débile, parce que c'est vrai que tout ça c'est pas assez. Oui. Non, mais quand on croit qu'ils ont touché le fond, ils continuent à creuser. Le gouvernement ukrainien a continué avec
toutes ces lois contre la langue russe, puisque Poroshenko a signé la loi instituant un quota de 75% de temps d'émission en langue ukrainienne dans les radios et TV ukrainiennes nationales, et le quota est de 50% pour les chaînes régionales. Magnifique quand même. Ouais. Donc il y a eu des experts qui ont quand même dit que une telle mesure va faire perdre une part significative de leur audience aux chaînes ukrainiennes, parce qu'il y a quand même un bon paquet de russophones natifs, que ça n'enchante pas forcément de se taper des émissions en ukrainien, qui vont certainement se porter sur les chaînes russes, qui vont capter en douce à coup de parabole, etc. Et même le groupe intermédiaire d'Ukraine a déclaré que cette mesure discriminatoire allait exacerber les tensions au sein des relations interethniques dans le pays. Bon, en gros, la maison est en train de flamber, les autorités ukrainiennes sont en train de rajouter de l'essence sur le feu, quoi. Oui. Bah, c'est pas vraiment différent de ce qu'il y avait auparavant, hein. Ils continuent dans le même délire. Hein. Oui, mais bon, toujours plus loin. Voilà, plus profondément. Ouais. Ah bah, à la fin, ils m'ont touché le noyau. Hein. D'ailleurs, quand on continue au rayon, mesure débile, l'Ukraine pense de plus en plus sérieusement à introduire un régime de visa avec la Russie. Comme je disais, il y avait encore de la marge, hein, voyons des décisions suicidaires. Hein. On pense toujours qu'ils ont touché le fond, mais en fait, ils peuvent toujours... Ils ont toujours de la marge pour creuser encore. Hein, donc après la proposition qui avait été faite fin mai par le Front Populaire, le parti de notre cher ami Arseniy Yatsenyuk, d'introduire un système de visa avec la Russie. L'idée a été soutenue par le ministre des Infrastructures, Vladimir Omelian. Mais bon, il y a une députée de la Rada, quand même, Irina Lutsenko, qui est venue jouer un petit peu les troubles faites en signalant qu'une telle mesure coûterait à l'Ukraine entre 1,5 et 2 milliards de hryvnias, soit environ 57,5 à 75 millions de dollars, ce qui est quand même pas une bagatelle. Encore, à mon avis, elle a calculé léger, à mon avis. Oui, sans doute. À mon avis, elle a calculé que les coûts directs, elle n'a pas calculé tout le reste. Et elle a déclaré qu'une telle somme serait quand même autrement plus utile pour faire face aux multiples défis auxquels doit faire face l'Ukraine actuellement, plutôt que dans ce genre de mesures démagogues et complètement débiles. De son côté, Sergei Lavrov, je rappelle, ministre des Affaires étrangères russe, a rappelé que 2 à 3 millions d'Ukrainiens vivent en Russie et que cela leur porterait préjudice. Parce que bon, si l'Ukraine prend une telle mesure, la Russie va bien entendu prendre des mesures similaires. Et tout ça aura un impact très négatif pour la population ukrainienne. Lavrov a d'ailleurs appelé la population ukrainienne à se réveiller un petit peu pour faire entendre ses intérêts qui semblent bien être le cadet des soucis des autorités ukrainiennes actuelles. S'ils mettent un système de visa, il y a un bon paquet d'Ukrainiens qui vont être bons pour devoir rentrer à la maison. Et vu l'état de l'économie ukrainienne, je ne raconte pas les dégâts que ça va faire. Tu m'étonnes. Voilà. Côté Union européenne, par contre, suite à l'introduction du régime sans visa pour l'Ukraine, l'UE semble d'un seul coup faire semblant de découvrir le problème des passeport pour les habitants du Donbass et de la Crimée. Il est temps de se réveiller, comme on dit. Il est temps de se réveiller. Ainsi, le chef de la délégation de l'UE en Ukraine, Hugues Mingarelli, a déclaré que Kiev devait délivrer des passeports biométriques aux habitants de la RPD et de la RPL, ainsi qu'aux habitants de la Crimée, puisque l'Ukraine se considère toujours comme souveraine sur ce territoire. D'après Mingarelli, l'Union européenne ne soutient pas l'idée de Poroshenko de ne fournir en fait aux habitants de ces deux régions que des passeports anciens modèles, donc qui ne leur permettraient pas de bénéficier du régime sans visa. C'est vrai que ce serait dommage qu'ils puissent facilement aller en Europe pour raconter ce qui se passe réellement ici. Oui. C'est vrai que ça serait un peu bête pour Poroshenko. Voilà, ce qui me fait un peu rigoler, c'est qu'avant ça, l'Union européenne s'est pas inquiétée une seule fois en 3 ans du fait que les habitants du Donbass ne pouvaient même plus obtenir de papier de la part de l'Ukraine, même les passeports de base non biométriques. De là, parler de foutage de gueule ou de réveil bien tardif, je laisse nos auditeurs en décider. Je laisse chacun se faire sa petite conclusion personnelle. Pendant ce temps-là à Kiev, alors on en a deux. Alors, le premier nous est offert par le ministre des Affaires étrangères, ce cher Pavel Klimkin, qui a déclaré qu'il considérait que l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN dans un futur tangible et que ça ne prendra pas des décennies, contrairement à ce que beaucoup d'experts pensent. Il faut savoir que ce jeudi, la Rada ukrainienne a adopté une loi qui propose d'amender la loi sur les bases de la politique domestique et internationale, disant que les principes essentiels de la politique étrangère sont l'approfondissement de la coopération avec l'OTAN afin de devenir membre de cette organisation. Je pense que plus clair que ça, tu meurs. Pour ce cher Klimkin, l'Ukraine intégrera l'OTAN plus vite que n'importe quel autre membre,
même si personne n'y croit maintenant. Voilà. Pour lui, ça prendra pas des décennies, mais pour ça, il faut faire ce qu'il faut, comme atteindre les standards de l'OTAN, hein, et puis il considère aussi que même si elle n'est pas encore membre, l'Ukraine est le flanc est de l'OTAN. Bon, je sais pas comment il faut expliquer à ce monsieur, hein, que tant que l'Ukraine aura de toute façon un conflit territorial concernant la Crimée et le Donbass, elle ne pourra pas intégrer l'OTAN. Bah, il prend ses désirs pour des réalités. Voilà, tout comme la Géorgie, hein, qui est coincée pour les mêmes raisons. La seule solution pour y parvenir serait donc de renoncer à ces territoires. Bah oui. Voilà. Donc je laisse M. Klipkin méditer là-dessus s'il en est capable. Le deuxième fou rire du jour nous est offert par le frère de l'ex-président ukrainien Viktor Yushchenko, qui aurait fait soi-disant la découverte du siècle. Alors quand je disais que les historiens ou pseudo-historiens ukrainiens réécrivent l'histoire parfois de façon assez comique, lui, il détient quand même la palme. Puisque, selon lui, la population de la Grèce antique aurait parlé ukrainien. La Grèce antique. Yes. Il y en a un qui doit cultiver des champignons hallucinogènes de grande qualité, hein, et puis surtout en grande quantité, hein, parce qu'il semblerait que ça soit une épidémie là. Hein. Ah ouais, non, mais là c'est grave quand même. Hein. Donc ce cher monsieur, Piotr Yushchenko, qui affirme être historien, a raconté à la chaîne ukrainienne Rada l'existence d'une civilisation qui aurait uni 70 nations différentes, y compris la nation ukrainienne. Bon, c'est quand même un sacré délire, hein. Quand on connaît l'histoire réelle de l'Ukraine. Je renvoie nos auditeurs à mon article de synthèse sur le sujet, hein, qui montrera que l'Ukraine n'est pas aussi ancienne que ça. Il a aussi déclaré qu'un des 12 apôtres de Jésus était ukrainien. Donc il y a un caricaturiste russe assez fameux qui s'est moqué plus particulièrement de cette dernière affirmation, en mettant en scène un personnage répondant à ce soi-disant historien par une affirmation disant « Oui, en effet, c'était Judas ». Oh là là. Ah non, ils n'ont pas peur du ridicule, hein, c'est clair. Hein. Ah non, ils n'ont pas peur du ridicule. Hein. D'ailleurs, de surcroît, toujours selon ce cher soi-disant historien ukrainien, des philosophes helléniques auraient également parlé ukrainien et Diogène de Sinope aurait conseillé de l'utiliser en tant que langue officielle. Donc là, effectivement, je ne sais pas ce qui fume à Kiev, mais soit c'est de la bonne, soit c'est une maladie hautement contagieuse, mais là, il faut prendre des mesures de quarantaine. Hein. Ouais. Non, mais sérieusement, là, c'est pas possible. Hein. Je veux dire, quand on en vient à réécrire carrément, à nous sortir que l'un des 12 apôtres de Jésus était ukrainien, enfin bon, les mecs, faut redescendre sur Terre 5 minutes, là. Ah ouais, mais c'est... Ah, ils nous avaient sorti déjà le Bouddha qui avait des origines ukrainiennes, enfin bon... Là, non, et ces gens-là ont le droit de s'exprimer à la télé ukrainienne. Je veux dire, c'est pas le fou dans son coin, dans son asile psychiatrique avec sa camisole de force. Le mec, il passe à la télé quand même. Non, ils vont nous sortir un truc aussi du style... le premier homme a tourné autour du globe en apesanteur. C'était pas le héros soviétique, mais c'était un Ukrainien, peut-être, non? Un Ukrainien de l'Ouest, hein, bien sûr. Hein. Non, mais ça devient ridicule. Enfin, je veux dire, ils en sont à réécrire l'histoire. Enfin, là, ça devient... bientôt, ça va être le premier Homo sapiens sapiens, c'était ukrainien, quoi. Enfin, je veux dire, oui. Là, n'allurons pas... Allô, Houston. Allô, Houston. Là, faut arrêter les conneries. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, on voit bien que l'Ukraine s'effondre de plus en plus totalement. Je veux dire, là, quand on voit un pays dont les investissements étrangers sont presque divisés par 3 en un an. 3 en un an. Quasiment divisé par 3. C'est divisé par 2,6. D'accord. Divisé par 2,6 en un an. En un an. C'est énorme. Oui. C'est juste énorme. Enfin, je veux dire, on voit bien que le pays est en train de courir à sa ruine, totalement, sur le plan économique. Sur le plan moral aussi, parce que bon, la guerre dans le Donbass se fait grâce au lavage de cerveau intensif pour produire toute une armée de néo-nazis décérébrés qui considèrent que les russophones de l'Est de l'Ukraine ne sont même pas des êtres humains. Hein. Ouais. J'ai eu quelqu'un comme ça dans les commentaires d'un de mes articles sur Agoravox qui disait avoir discuté avec des gens de toutes ces mouvances néo-nazis qui viennent de l'ouest de l'Ukraine, et la personne avait été choquée parce que il disait, mais vous
considèrent même pas comme des êtres humains, quoi. Mmh. C'est l'étape qui précède le massacre en général. Oui, hein, on se souvient que les nazis ne considéraient pas les juifs comme des êtres humains. Hein. Les affiches de propagande étaient très, très claires, ils étaient traités de rats, d'insectes, etc. On voit exactement la même chose actuellement dans la propagande russophobe ukrainienne. Et tout ça est soutenu par l'Union européenne, tout ça est soutenu par les gouvernements européens. Donc j'en appelle vraiment aux gens en France, en Belgique, en Suisse, dans d'autres pays, Québec par exemple, qui sont francophones, qui peuvent potentiellement nous écouter. Réveillez-vous, parce que vos gouvernements sont en train de cautionner ça en votre nom. Ils sont en train de financer tout ça avec l'argent de vos impôts. Hein. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il suffit plus de ne pas être d'accord. Là, faut vraiment vous bouger pour faire cesser ça, pour faire pression sur vos gouvernements pour que ça s'arrête. Parce que sinon, ça va continuer. Les USA, l'Union européenne, le Canada vont continuer à financer et à armer l'Ukraine pour continuer ce qui est un génocide, une épuration ethnique dans ce qui était l'Est du pays. C'est à un moment, il faut quand même que les gens se réagissent. Vous croyez que vous n'avez pas de pouvoir, vous vous trompez. Vous avez un pouvoir bien plus énorme que celui que vous pensez avoir. Vous n'êtes pas forcément totalement désarmé face au système. Si vous restez chacun dans votre coin, maintenant si vous vous unissez tous ensemble, vous avez un certain poids et vous pouvez les faire plier. Donc bougez-vous, unissez-vous, regroupez-vous et faites-vous entendre ceux qui sont pas d'accord pour que l'argent de leurs impôts serve à génocider tout un peuple dont le seul tort a été de s'opposer au coup d'État du Maïdan et au résultat de ce coup d'État. C'est le seul crime qu'a commis la population du Donbass. Ces délires de gens qui essaient de justifier l'attitude de l'Ukraine dans cette histoire, c'est injustifiable. C'est injustifiable quand en Belgique, les Flamands ont réclamé la fédéralisation du pays et l'ont obtenu. Bruxelles n'a pas envoyé les chars d'assaut à Anvers. La Belgique n'a pas envoyé ses F-16 bombarder Bruges, Anvers et d'autres villes flamandes. Non, ce qui prouve la nature néo-nazie du régime. Bien sûr, dans un état de droit, dans un état démocratique, on mène des négociations. C'est comme ça que ça doit se passer. On n'envoie pas l'armée pour tirer sur des civils. Jamais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, je veux dire, faut arrêter de vouloir justifier l'injustifiable. Il y en a certains qui feraient bien qu'en franchement de se regarder dans un miroir. Et je leur souhaite vraiment que ça ne leur arrive jamais. Parce que si un jour ça leur arrive, ils vont comprendre leur douleur. Donc voilà. Donc on voit une escalade, on voit une multiplication des provocations, des opérations sous faux drapeau pour essayer de rejeter la faute sur les républiques populaires. Donc ça veut dire très clairement que là, l'état de l'armée ukrainienne est tel, et quand on voit ces tentatives de reprise aussi de contrôle des bataillons néo-nazis, là on sent qu'ils sont en mode panique quand même. Ils sont en mode panique. Ils ont besoin de relancer une offensive, de relancer les hostilités à grande échelle, pour espérer déjà se débarrasser d'une bonne partie des néo-nazis sur le front, et les occuper tout court, et essayer de on va dire, comme on pourrait dire ça, de ranimer la flamme patriotique chez leurs soldats qui là se sauvent en courant. On voit bien qu'économiquement, le pays va aller très très mal. Quand tu perds presque les 2/3 de tes investissements étrangers, alors que le pays est déjà en faillite. Le pays est déjà en faillite, je veux dire officieusement. Il ne l'est pas officiellement, mais dans les faits, l'Ukraine est en faillite. Perdre presque les 2/3 de ses investissements étrangers est une catastrophe. Le pays a besoin des liquidités qui lui sont injectées par d'autres pays ou par les institutions comme le FMI pour se maintenir la tête hors de l'eau. Donc
là, ça pue quand même, ça pue très très violemment. Et en tout cas, en RPD, on s'attend à une nouvelle escalade et à de nouveaux tirs de provocation extrêmement graves dans un avenir très très proche. Donc si c'est le cas, eh ben, on fera un site-rep exceptionnel. Sinon, j'espère seulement à la semaine prochaine Oui. pour le prochain site-rep. Ouais. J'espère aussi seulement samedi prochain. Parce que sinon, ça voudra dire que là, on est arrivé à une escalade extrêmement dangereuse et tout peut arriver malheureusement dans ces cas-là. Malheureusement, oui. Donc voilà. Merci Christelle, encore une fois, pour ton De travail, rien. pour ta disponibilité et puis ton regard du terrain. Je te dis à dans une semaine. J'espère Ouais. seulement qu'à dans une semaine. Ouais, moi aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir Christelle.